je travaille donc au laboratoire de qualité de vie subjective. Vous m'entendez pas? Au laboratoire de qualité de vie subjective donc de Pascal Auquier, donc sur le volet qualitatif de la recherche évaluative sur le programme d'intervention du Chez Soi d'abord, donc qui s'est mis en place il y a 2 ans maintenant sur 3 villes dans un premier temps, Marseille, Lille, Toulouse, ensuite sur Paris. Et donc ce programme a donc deux pôles, si vous voulez, d'évaluation scientifique. Un qui est une étude randomisée quantitative, dont je ne parlerai pas, parce que je ne suis pas qualifié pour le faire. Et puis une autre qui est un volet plus qualitatif, dont je ne parlerai pas non plus, parce que c'est trop tôt, pour en parler. Mais je vais quand même en parler, c'est-à-dire que je ne vais pas donner des résultats, mais je vais essayer d'échanger avec vous ce qu'on pourrait appeler un work in process, c'est-à-dire un certain nombre d'interrogations, de constats que ce programme suscite, si vous voulez, pour un chercheur sociologue. Alors ma perspective est un peu beaucoup relationnelle. Il s'agit en fait d'essayer de comprendre cet espace intermédiaire entre le monde intérieur et le monde extérieur que les patients traversent dans le cadre de ce programme. Donc, pour rappel, ce sont des patients qui viennent de la rue et qui ont des troubles psychiatriques sévères selon la formule consacrée. Alors, je vais poser un ensemble de questionnements et je vais vous proposer en fait 4 propositions qui représentent pour les personnes autant d'épreuves types dans le cadre de ce programme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? C'est un concept qui a été pensé sociologiquement par Danilo Martuccelli, et il dit ceci, je le cite: « Les épreuves sont définies comme des défis historiques socialement produits, inégalement distribués, que les individus sont contraints d'affronter avec les moyens qui sont les leurs. Ces épreuves restent donc dépendantes des places sociales, mais elles se révèlent hétérogènes à places identiques. La société produit et impose des épreuves à l'individu qui, à travers la manière dont il les saisit, à la manière dont il les vit, les transforme et se transforme, participe à la construction d'une histoire commune. » Fin de citation. Donc, il s'agit d'osciller entre le sens de l'expérience que les personnes rencontrent dans ce programme qui se revendique du rétablissement, et puis essayer de comprendre les épreuves auxquelles elles sont confrontées, parce qu'il y a de la structure sociale sous-jacente et il y a de la résistance par rapport à cette structure sociale. Alors, la première proposition que je vous fais, c'est le fait que le rétablissement, ou la dynamique du rétablissement que rencontrent ces personnes, donc j'essaye de prendre le point de vue de ces personnes, trace sa voie dans une pluralité de mondes qui portent en eux des catégorisations potentiellement différentes, et donc qui peuvent ouvrir des opportunités d'identité affirmative, ouverte, ou au contraire stigmatisante, ça a été déjà dit ce matin. Et donc la notion de rétablissement, du coup, n'est pas un concept hors sol ou un concept qui appartiendrait exclusivement au monde de la psychiatrie, même s'il s'est construit dans ce monde, contre et tout contre, et les usagers de la psychiatrie se sont construits contre et tout contre ce monde de la psychiatrie. En fait, on pourrait dire que la psychiatrie, c'est le site, la famille, l'origine du rétablissement, mais paradoxalement, la carrière, si vous voulez, du rétablissement, ou de ceux qui sont dans des dynamiques de rétablissement, se traverse d'autres mondes que ceux de la psychiatrie. Donc si la conceptualisation s'est faite en s'opposant à d'autres conceptualisations présentes dans le monde psychiatrie, le rétablissement, c'est les ex-usagers dont parlait Tim Grissen ce matin, et la conceptualisation s'est faite contre l'asile, contre les catégorisations psychiatriques stigmatisantes, etc. Mais depuis que la désinstitutionnalisation est passée, d'autres mondes sont fréquentés par les personnes directement concernés, je les appelle comme ça, je ne vais pas les appeler les usagers, les patients, ou les allocataires, ou les logés, je vais vous les appeler les personnes directement concernées. Et donc, ces autres mondes sont autant de sites catégorisants, par exemple, on peut dire logés, hébergés, mais surtout, ils portent
d'autres types d'opportunités et de contraintes que celles qui visent très spécifiquement le monde psychiatrique. Prenons un exemple tout bête. Telle personne qui entend des voix peut choisir d'en parler ou non dans tel lieu, un groupe d'entendeurs de voix, un soignant, dans un groupe d'entraide mutuelle, à sa famille. Ou bien il peut choisir de se taire, ayant constaté que, par exemple, dans le monde de la psychiatrie, dire qu'on entendait des voix était connecté étroitement avec la catégorie patient et posait directement dans les interactions avec les professionnels la question de qu'est-ce qu'on fait de ces voix? Est-ce qu'on les fait cesser? Comment on les fait cesser? Et donc la question de la prise de médicaments. Et de ce point de vue, le monde psychiatrique est plus un univers de contraintes qu'un lieu facilitateur de rétablissement, puisque la personne sait que si elle dit qu'elle entend des voix, on va reconsidérer, si vous voulez, sa prescription médicamenteuse. Donc vous voyez bien que là, elle a peut-être besoin d'en parler, parfois envie d'en parler, mais le fait d'en parler a des conséquences tout à fait concrètes sur la manière dont le médicament va être une médiation pour elle ou non. Alors que le rétablissement donc est issu du monde de la santé mentale, l'enquête, les entretiens que j'ai menés montrent que les personnes mettent particulièrement en avant donc d'autres mondes, ceux de la ville, le monde de la ville, le monde urbain, pas du tout le monde rural par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, le monde de la rue, le monde des communautés d'appartenance, pour pas parler, si vous voulez, d'ethnicité, puisque c'est impolitiquement correct en France. Le monde des communautés spirituelles et religieuses. Et puis, évidemment, enfin pas évidemment, mais en tout cas, je rejoins ce que disait le professeur Lançon, ce qui vient dans les entretiens, c'est le monde d'Internet. Internet, pour les personnes directement concernées, devient, si vous voulez, un monde à part entière qu'ils utilisent de façon tout à fait importante. Et un autre monde est celui du monde des aidants qui se propose lorsque les patients ou les personnes plutôt directement concernées témoignent de leur avancée dans le cadre de ce programme. Alors, comme je l'ai dit, chacun de ces mondes comporte en son sein des ressources jugées facilitatrices par les personnes. Si par exemple, on prend l'exemple d'une personne d'origine caraïbe, son aspiration à une allure de vie qui lui convient va prendre sens autour d'une quête spirituelle. Les entretiens vont tourner autour de cette quête spirituelle. Les ressources citées vont être celles des offres religieuses ou des mouvements spirituels. Rasta, par exemple. Et l'inscription de la personne dans le chez-soi d'abord et l'aide apportée par l'équipe dédiée est appréciée selon des critères immatériels qui organisent le climat des interactions entre la personne et sa capacité d'aspiration. Je reviendrai sur ce terme plus tard. À l'œcuménisme. Au fait, à un moment donné, de vouloir réconcilier les religions qu'elle tente de construire entre différentes églises, Rasta et christianisme par exemple. L'aspiration est aussi une question donc de vie intérieure, puisque au fur et à mesure qu'elle parle de la manière dont il serait important que les religions se réconcilient, le sens de son expérience intérieure devient plus pacifié. Vous voyez, donc il y a là quelque chose qui se joue entre le sens de l'expérience et les structures sous-jacentes, parce que on ne comprend rien à ce que dit cette personne si on ne va pas aussi essayer de comprendre comment l'offre religieuse et néo-religieuse se reconfigure, si vous voulez, dans le monde postmoderne, par exemple. Autre exemple, il s'agit de s'intéresser particulièrement à la manière dont les personnes qui entendent des voix veulent ou non apparaître dans l'espace public dans une relation de soins familiale ou amicale, sans honte, sans disqualification, et surtout comment elles s'y prennent pour garder une maîtrise sur la définition de leur situation. L'insistance mise par les promoteurs du rétablissement sur la question du choix des personnes directement concernées doit être revisitée à l'aune de cette pluralité des mondes dans lesquels elles évoluent. Donc, j'ai parlé des preuves. Donc, les preuves ici, c'est quoi? C'est que les personnes traversent une pluralité de mondes avec des opportunités ou des obstacles qu'elles doivent à un moment donné discerner, ce qui n'est pas évident. C'est comme si elles se baladaient dans une forêt épaisse où il n'y aurait pas, si vous voulez, d'indications qui marqueraient chemin de grande randonnée. Et donc, l'épreuve, c'est choisir un chemin praticable dans des univers qui sont contraints et en même temps facilitateurs. Le chercheur constate que la contrainte est souvent transversale au monde investi. Donc c'est là qu'on voit apparaître la question du structurel. Elle est liée à la structure sociale, à la manière dont l'instance politique organise la répartition des richesses et des charges communes. Si vous aurez beau mettre en place
les programmes techniques les plus intéressants pour que les personnes retrouvent un emploi, il y a à un moment donné ce qu'on appelle une structure sociale, si vous voulez, de l'offre d'emploi, qui fait qu'il y a un pourcentage de chômage qui n'est pas lié seulement, si vous voulez, à la capacité du programme, mais à la manière dont il y a une offre structurelle d'emploi, si vous voulez, dans tel ou tel pays. Et en plus, le problème est aujourd'hui mondialisé. Donc ces contraintes ne pèsent pas de la même manière selon les personnes. Elles sont enchâssées dans des expériences singulières qui soit les relativisent, soit les contournent ou les surmontent, ou au contraire leur donnent un fort accent de destin social. Ce qui est une vraie contradiction, puisque le rétablissement, tout son intérêt, c'est de sortir des déterminations sociales du destin social. Donc, alors, que faire? Comment faire? Comme disait un révolutionnaire 15 ans avant la Révolution de 17. Hein, que faire? Tenter de comprendre à quel type de capacité d'aspiration renvoie le terme d'espoir. Je voudrais discuter un peu cette question de l'espoir. Y croire, avoir la foi, la question qui se pose est celle-ci, et en même temps c'est celle de la capacité d'aspiration à tenir pour les personnes un point de vue subjectif dans un univers contraint. Hein, d'où l'importance, si vous voulez, de la socialisation, des formes d'apprentissage, de tout ce qui se donne à voir aujourd'hui sous le nom de programme. On voit bien que depuis ce matin, ce qui traverse les interventions, c'est qu'il faut socialiser, former, apprendre à voir les choses autrement. Et donc, il y a une première formation à avoir, c'est la capacité d'acceptabilité. C'est la question du coping, hein, de Lazarus et Folkman. Pourquoi bouger ? Pourquoi avancer dans un monde aussi risqué? Thomas Bossetti, qui est un des psychiatres de l'équipe dédiée, a proposé la métaphore de l'escalade. Parce qu'il est évident, si vous voulez, que si on était dans la même situation, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on veut bouger. Et dans la métaphore de l'escalade, on a une pratique sportive de l'escalade. On parle du rétablissement, vous savez, dans l'escalade aussi, comme une pratique qui consiste, en décentrant son centre de gravité, de lancer son bras au-delà d'un surplomb rocheux pour tenter d'attraper une prise que l'on ne visualise pas a priori. Bon, alors évidemment, si on n'attrape pas la prise, eh bien on tombe. Hein, on tombe, et donc échouer, c'est la chute assurée, surtout si on n'est pas assuré. Et donc, trouver une prise, c'est ouvrir une voie. En ce sens, si le rétablissement est une pratique de risque, le comportement prudent et adéquat à la situation serait d'être assuré, hein, ou de se faire assurer, et si on n'est pas assuré, il consisterait objectivement à ne pas tenter ce geste. D'ailleurs, les personnes qui ont accepté de se prêter à nos entretiens ne parlent pas de leur expérience en termes de rétablissement. Sur tous les entretiens que je fais, personne ne parle de rétablissement. Ils parlent des risques qu'ils ont pris, si vous voulez, en décentrant leur centre de gravité, mais ils ne parlent pas de rétablissement. Ça, c'est un vrai problème de la situation française, où la structuration, si vous voulez, des usagers fait que l'usager de base, entre guillemets, hein, la personne directement concernée de base, ne parle pas en ces termes-là. Hein. Elle parle en termes de risque. Voilà le risque que je prends. Hein. Et donc, entrevoir un processus de rétablissement pour soi, c'est déjà pouvoir construire un espoir, mais aussi envisager le risque d'une chute ou d'une rechute sans s'effondrer. Selon cette optique, une posture du statu quo et d'immobilisme de la part des personnes qui ont connu la vie dans la rue et les troubles de la pathologie mentale serait objectivement plus adéquate à la situation que le mouvement risqué qui consiste à tenter un geste de rétablissement vers l'inconnu. Alors, ce qui devient important, une fois qu'on a fait ce constat, c'est de savoir définir parmi toutes les options celles que la personne a effectivement la possibilité de choisir. Il y a donc des préférences adaptées au possible et d'autres qui ne le sont pas. Là aussi, il y a des instances structurelles, si vous voulez, qui font frein. Et l'épreuve traversée par les personnes directement concernées est celle de savoir combiner le possible et le préférable. Et ça, c'est pas facile, de combiner le possible et le préférable. Nous pouvons ramasser ce double lien entre possible et préférable par le concept de capacité d'aspiration, puisqu'il faut avoir une capacité et des compétences. Donc, peut-être qu'il faut mettre en place des formations, des auto-formations sur les capacités d'aspiration, qui permettent de sortir du discours moral et parfois incantatoire de l'espoir. Tel que défini par Appadurai, hein, capacity to aspire. Les récits des personnes reconstituent a posteriori et par une rationalisation secondaire les événements vécus en les élevant au niveau d'une expérience signifiante dans la mesure où le récit de son expérience permet de mieux comprendre ce à quoi on aspire. Par exemple, ce qui était vécu comme une force des contraintes extérieures
peut s'enraciner peu à peu dans l'histoire de la personne, dans ses expériences et apprentissages en vis-à-vis des espoirs et des buts fixés initialement, et celui du niveau de satisfaction, chemin faisant, retiré dans le fonctionnement de soi et des autres. Ces fonctionnements nouveaux sont corrélés avec la manière dont les buts initiaux évoluent et non vers d'autres capacités d'aspiration. C'est certainement une manière de mieux rendre perceptible ce que les tenants du rétablissement nomment l'espoir. Donc ce que je voudrais simplement dire, pour résumer, si vous voulez, c'est cette tension qu'il y a, si vous voulez, entre le préférable et le possible. C'est ça qu'il faut retenir, s'il faut retenir quelque chose. Troisième proposition, j'en ai 4. La dynamique du rétablissement oblige à penser la question des temporalités dans la continuité de l'agir. Cette capacité d'aspiration se déploie en vis-à-vis d'une offre de services et d'interventions diversifiées. Les dynamiques en jeu peuvent être saisies diachroniquement dans le temps. Diachroniquement, c'est-à-dire verticalement, dans le temps vertical, dans le temps de la trajectoire, si on dit ça comme ça. Mais dans la mesure où il n'y a pas de fin annoncée au processus, le rétablissement, nous dit-on, est l'affaire d'une vie. Les personnes directement concernées témoignent surtout de leur inscription dans les offres qui se proposent dans une temporalité synchronique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans le même temps, si vous voulez, dans la simultanéité du temps. Ce qui pose la question du réseau, par exemple. À qui, à un moment donné, dans le même temps, on va solliciter ou mobiliser des services. L'épreuve, donc là, il s'agit aussi d'une épreuve pour les personnes directement concernées, consiste à apprendre à synchroniser les actions qu'on leur propose. On ne se rend absolument pas compte, si on n'a pas eu affaire à un moment donné de sa vie à une assistante sociale, à un médecin, à une conseillère en éducation sociale et familiale, et à un père aidant, tout ce qu'on veut, si vous voulez, des personnes qui se proposent dans l'aide, comment c'est compliqué pour celui qu'on appelle la personne directement concernée de synchroniser, si vous voulez, les actions qui leur sont proposées. Et donc cette capacité à synchroniser est contemporaine de la démultiplication des dispositifs qui favorise logiquement la prolifération des cadres d'action contradictoires. Plus les institutions symboliquement, si vous voulez, mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a appelé le secteur, sont en crise, plus les programmes prolifèrent. Depuis ce matin, on le voit. Alors, la personne, elle dit, si vous voulez, cette épreuve, c'est quand je suis en situation de crise, qui me soigne quand je vais mal? Est-ce que j'ai la possibilité d'aller à l'hôpital, j'ai la possibilité d'aller au CMP, j'ai la possibilité d'aller voir le psychiatre ou l'éducateur ou le père aidant de l'équipe dédiée, et j'ai encore d'autres possibilités qui ne sont pas dans le champ de la santé mentale. Donc comment se faire, comment, si vous voulez, à un moment donné, synchroniser l'offre de soins, thématique de l'accueil et de l'accès aux soins, en vis-à-vis de celle de la synchronisation des demandes, lieu d'écoute, quand est-ce que je vais aller voir mon psychiatre, mais quand est-ce que je vais aller voir, si vous voulez, la personne au groupe d'entraide mutuelle, ou quand est-ce qu'à un moment donné, je vais synchroniser, si vous voulez, sous le drapeau de l'autonomie, d'autres types d'acteurs, c'est-à-dire des dispositifs de formation. Quand est-ce que je pense, moi, que je suis apte pour mettre en place une formation sans que je passe automatiquement, si vous voulez, par les aidants qui se proposent? Ces opérations de synchronisation peuvent porter sur le temps court des interventions, coordination de différents dispositifs à un même moment donné du temps, ou sur le temps long des prises en charge, coordination des différents dispositifs qui se succèdent les uns aux autres. Dans tous les cas, elle consiste pour la personne à apprendre à combiner dans le temps les différentes ressources de manière à les rendre disponibles pour accomplir ses choix au plus près de son propre tempo. Par exemple, se loger, faire la manche, se soigner. Dans quel ordre faut-il que je mène ces actions? Bien entendu, la question des contraintes revient ici de façon massive et oblige la personne à négocier ou à renoncer, car il y a là encore le poids des structures sociales. Il n'y a pas qu'à synchroniser, il y a aussi à comprendre, si vous voulez, que les offres sont intermittentes. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui ferment à 17h et d'autres qui sont là pour toute la nuit, ce qui explique, si vous voulez, que le service d'urgence peut être sollicité dans des situations où comment dire, objectivement, on n'en aurait pas besoin. Quatrième proposition. Ce qui se passe dans l'espace intermédiaire entre la personne et les mondes qu'elle fréquente est relié à son expérience intérieure et à l'évolution de celle-ci. Il s'agit ici de comprendre comment la personne inscrit l'expérience de ses troubles dans l'ensemble de toutes ses autres expériences.
L'expérience du trouble se recompose dans le même temps où elle recompose son expérience des différents mondes, de la pluralité des mondes dans laquelle elle est investie. Donc, le monde de la rue, le monde du chez-soi, de la psychiatrie, de la famille, d'Internet, le monde des accompagnants. Et cette récomposition est en même temps une recherche d'une meilleure maîtrise sur sa vie. C'est une manière de revenir aux manettes. On retrouve ici la question de la capacité à s'engager positivement dans la reconnaissance des troubles tout en luttant contre les effets d'étiquetage au rôle de patient ou de sans domicile fixe. À ce stade, ce qui semble être important pour la dynamique du rétablissement, c'est le sentiment peut-être moins de choix, car les personnes interviewées sont très lucides sur la contrainte, si vous voulez, du choix. Elles sont beaucoup moins optimistes que nous, d'une certaine manière. Et peut-être pas plus désenchantées, mais plus lucides sur la réalité sociale telle qu'elle se présente. Mais par contre, ce sur quoi elles insistent, c'est sur le sentiment de liberté qu'elles ont acquis dans la conduite de leur vie quotidienne, dans l'espace familier du chez-soi et dans la manière dont chaque personne gouverne ses relations. Donc elles sont... Le constat, on pourrait dire, est assez positif du point de vue de leur identité et de la place qu'elles ont acquise, si vous voulez, dans la société. On pourrait dire elles sont doublement chez elles au niveau identité et chez elles parce qu'elles ont un toit. L'épreuve ici est celle d'une tension inhérente entre existence sous le sceau d'un programme dit de rétablissement, ce qui est évidemment catégorisant, et une aspiration à une individualité libre parmi d'autres. Tension, donc liberté, une individualité libre, c'est-à-dire pouvoir faire plus ce que j'ai envie de faire. Tension entre des défis existentiels propres à la condition humaine et une aspiration particulière à la singularité comme tout le monde. Appelons cela l'épreuve de soi. Cette tension se décline dans différents couples d'opposition que l'on retrouve de manière récurrente dans les entretiens. Participer à des moments collectifs, mais rester méfiant. Les personnes disent plutôt du bien du chez-soi d'abord, mais restent inquiètes sur l'avenir qui leur est réservé. Leur attitude aussi entre participation et méfiance, attitude très très moderne que nous partageons tous et qui ressemble étrangement à celle du kidam ordinaire en vis-à-vis de toutes les promesses politiques. Un dernier couple d'opposition a trait aux règles de civilité à mettre en place lorsqu'on habite chez soi et qu'on a connu celle de la rue. Il s'agit d'apprendre à recomposer la distance à autrui, à reconfigurer quelque chose qui a trait à l'altérité. Et la question qui se pose, avec quels autres il est préférable pour moi de commercer pour affronter dans les meilleures conditions l'épreuve de soi. Il y a là une différence nette entre ceux qui restent enchâssés, choix ou contraintes dans les ressources locales de l'accompagnement. Ce sont ceux qu'en règle générale, les programmes prennent en photo et vous montrent. Voilà. Et ceux, si vous voulez, qui sont à la recherche de liens et de ressources extérieures au programme. Ce que Ballet et Bayon appellent d'un côté le bonding et de l'autre côté le bridging. Donc, il s'agit, si vous voulez, pour un certain nombre de personnes, de couper, par exemple, les liens qu'elles avaient pu avoir et construire dans la rue dès qu'elles arrivent sur le logement pour ne pas être envahies, par exemple, dans l'appartement. Et puis d'autres personnes vont au contraire continuer dans le logement à inviter un certain nombre de personnes sans pour autant, dans tous les cas de figure, se faire envahir. Mais on voit bien qu'il y a deux stratégies, bonding et bridging. Alors pour conclure, je ne sais pas, puisque je vous ai dit que j'étais dans du work in process, mais je vais dire 2-3 trucs pour conclure. Si j'ai le temps, j'ai encore 2 minutes. Toute prise en charge interrompue ou un parcours problématique qui n'arrive plus à être pensé comme réversible sont devenus, dans l'imaginaire social, inacceptables pour l'instance sociale. Et cela, ça ne veut pas dire qu'on s'occupe des gens. Ça veut dire que du point de vue symbolique, ne plus s'en occuper devient quelque chose qui est inacceptable au nom des droits de l'homme. Voilà. Et donc cela, les personnes directement concernées l'ont comprise. Plus que l'inégalité des trajectoires, le problème tel que la société le pose pour eux est d'abord celui du risque d'irréversibilité des parcours. L'intolérable, ce n'est pas l'impossible, mais l'irréversible, nous dit Martuccelli. Et l'impossibilité de rétablir, de réparer, de rejouer, de résilier les parties, de rejouer, les parties perdues, menace le cadre d'action dit du rétablissement dans toute sa dimension sociétale. Chaque rupture de prise en charge met en péril la continuité et donc la garantie de l'action.
Rappelons que dans une société à autonomie généralisée, qui est la nôtre, en tout cas qui est celle des sociétés occidentales, la personne est contrainte à être l'agent, comme le dit Ehrenberg, de son propre changement, à retrouver une maîtrise de sa propre vie. S'agissant d'un public particulièrement exposé à l'instabilité des perspectives, l'institutionnalisation des parcours de vie, l'obligation à en faire parfois le récit est sans cesse menacée. Les incertitudes planent désormais sur les trajectoires des individus qui deviennent de plus en plus difficiles à programmer. Et donc, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, en vis-à-vis de cette difficulté que les gens ont à programmer leur vie, si vous voulez, à l'anticiper, il y a une difficulté des institutions, à un moment donné, de construire des services qui sont des services à la fois populationnels et à la fois très individualisés. Hein, donc, il y a une pléthore, ou en tout cas une augmentation des programmes qu'il faut essayer de comprendre comme un symptôme de la crise de l'institution. La conférence nationale de santé de juin dénonce un système national morcelé et agencifié et parle de fractions institutionnelles qui empêchent aujourd'hui le bon avancement de l'organisation du soin. Donc vous voyez bien que la question des programmes est à mettre en lien avec la question de la crise des institutions et du système de soins. L'ardente obligation de faire des choix personnels, à prendre tel ou tel chemin au centre de la philosophie du rétablissement, renvoie les personnes à prendre des risques parfois importants. S'agit-il de réaffirmer la liberté formelle de l'individu en société libérale ou néolibérale, on peut en discuter, ou bien a-t-on affaire à un choix réduit dans un univers lui-même contraint, dont l'aporie pratique consisterait à affirmer une possibilité de choix, d'en susciter l'aspiration, pour finir par en constater l'impossible concrétisation dans la société. C'est là où on risque de les mettre en danger. Il ne s'agit pas de trancher ici sur le destin politique du rétablissement. Je suis de ceux, si vous voulez, qui sont venus travailler à Marseille parce que je pense que là, il y a un paradigme nouveau qui est intéressant. Donc, si vous voulez, c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit à un moment donné, si on ne tranche pas, d'être conscient et de garder en tête que cette notion d'univers contraint, hein, c'est par la collectivisation de ces contraintes que s'alimente la part citoyenne du rétablissement dont on a peu parlé jusqu'à aujourd'hui. Dans le cadre du programme, on commence à avoir des initiatives où les personnes assistent au comité de gestion. Ils ont fait un journal sur Marseille. Ils se considèrent, s'ils le souhaitent, comme un membre du collectif du Chez Soi d'abord, avec la méfiance dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cela apparaît un enjeu majeur, transversal, si vous voulez, aujourd'hui au cloisonnement sanitaire et social, que de mettre un peu plus de moyens sur ces questions de participation. Je vous remercie beaucoup. Oui, moi je voulais un peu rebondir. J'ai trouvé un point de contact entre les deux dernières interventions. D'abord, l'étude d'avant qui montre le manque de participation des patients de l'équipe Mars, et après là, la question de l'identité collective au sein de la dernière intervention. Moi, j'ai trouvé très fort l'idée de définir les personnes, l'exemple de la personne qui se définit à travers sa religion, etc., mais qui n'arrive pas du tout à se définir en tant que usager de la psychiatrie, en tant que, on va dire, malade, en tant que personne qui participe au programme dans Chez Soi, par exemple. Moi, je pense que tout le point est là. C'est en gros, moi, j'ai appris ce matin que le rétablissement, c'est un mot qui vient des mouvements des patients psychiatriques, donc ça leur appartenait. Maintenant, ici, on a le risque que ça devienne un mot qui vient encore de nous, qu'on apprend aux gens, toi, tu as besoin d'être rétabli, alors que c'est un mot qu'eux ont inventé, et se seront appropriés. Donc je pense qu'il faudra un peu réfléchir et à comment les gens peuvent se l'approprier. Qu'est-ce que c'est le rétablissement? Mais c'est à eux aussi de le définir. Moi je pense que ça peut être un vrai point de force pour quelqu'un, et personnellement j'ai pu le voir, le fait de voir aussi une identité, la propre identité de patient comme un point de force. Et c'est là aussi que je vois un peu le danger de discussion de ce matin. On a dit que la richesse du patient, ça peut porter en formation aussi dans le travail, c'est le cas des médiateurs de santé. Et on oublie que cette richesse, c'est une richesse qui peut être utile ailleurs et partout. Et que ça peut partir en formation d'identité. Donc c'est pas forcément une question, j'ai pas trop de questions. Voilà. Mais juste, je soulignais le lien entre les deux.
Mais il se trouve que j'ai pas trop de réponses. Du coup, si vous voulez, on va s'entendre. Ce que je peux dire, c'est que merci de votre intervention, parce que ça veut pour moi dire, si vous voulez, que ce que j'ai raconté, ça fait un peu écho, quoi. Donc c'est une vérification. Je vous remercie. Monsieur, le micro arrive. Les difficultés que vous avez évoquées et les difficultés que rencontrent les personnes concernées et celles que rencontrent les gens qui veulent leur apporter de l'aide me font penser à ce que les Suédois avaient imaginé pour porter secours aux déshérités, aux gens, en particulier aux personnes sans abri, où ils avaient simplifié les contacts préliminaires qu'ils avaient avec ces gens-là, en leur dépêchant seulement un représentant personnel qui était chargé de tout auprès d'eux. Il était chargé de leur interaction, au début, de leur interaction avec l'extérieur, avec les fournisseurs de soins, éventuellement avec la police, essayer de les persuader justement de se faire soigner. Et c'est une institution où il y a un intermédiaire qui peut ensuite répercuter sur différents services les besoins de ces gens-là, et où on valorise évidemment les personnes le plus possible. Je ne sais pas si vous voulez un petit commentaire. L'organisation. Je ne suis pas habilité vraiment pour faire le commentaire. J'aurais préféré s'il y avait quelqu'un de l'équipe dédiée qui le fasse eux-mêmes, parce que c'est eux qui ont inventé cette pratique-là. Mais c'est sur Marseille, par exemple, ils sont passés avec ce type de constat dont vous parlez à l'idée justement de non-référencement, c'est-à-dire le contraire de ce que vous avancez, par le fait que la personne et du coup moins dans l'emprise, c'est ce que j'en ai compris. S'ils sont là et qu'ils veulent en dire quelque chose, ils le feront, et moins dans l'emprise, si vous voulez, d'une personne qui serait, elle est moins personne dépendante, si vous voulez, au niveau de l'aide. Et puis petit à petit, là, ils arrivent sur une conception qui est celle du multiréférencement. Mais s'il y avait quelqu'un de l'équipe dédiée qui voulait en dire quelque chose, ça serait bien. Oui. Faites passer le micro, comme ça évite à Violette de marcher. Soyez généreux, faites passer le micro, comme ça évite à Violette de marcher. Mais je vois bien que vous avez envie de lui faire la marche. Bonjour Alain, équipe dédiée, médiateur de santé père, équipe dédiée de Lille. Cette question du référencement, moi je la vis aussi autrement. C'est que en tant qu'ex-usager, je vous dirais qu'un seul référent, c'est aussi une façon peut-être dans l'accompagnement, nous en tant qu'usagers, là je me mets vraiment souvenir d'usager, on a envie de prouver, on a envie d'y aller, on prend des engagements. Et si on n'a qu'un seul référent, et on les prend en toute honnêteté, hein, mais on n'y arrive pas toujours. Et on n'a pas toujours la simplicité d'y aller et de dire j'ai pas réussi. Si on n'a qu'un seul référent, on se chante. Et on chante la relation. Et quand on n'a pas de référent et qu'il y a toute l'équipe, peut-être aussi que c'est facile d'aller voir quelqu'un d'autre et de recréer le lien. Et dans le case management, peut-être qu'il y a beaucoup de perdus de vue à cause de la honte que nous, on a usagé de ne pas assumer nos engagements. Et puis je voulais juste dire qu'en fait c'était confirmé par des données probantes, hein, puisque le modèle d'intervention qui fonctionne le mieux avec les personnes qui vivent avec des troubles psychiatriques sévères, ça s'appelle l'assertive community treatment. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec le modèle du rétablissement, et ça pose comme principe de base justement qu'il n'y a pas de référent et que toute l'équipe s'occupe et accompagne toutes les personnes en fonction. Alors quand vous faites de l'assertive community treatment recovery oriented, c'est-à-dire que vous faites de l'assertive community treatment en référence au rétablissement, ce qui est le modèle du programme Un chez soi d'abord, Housing First, dans lequel travaille Alain, ben justement, il n'y a pas de référencement, c'est-à-dire que tout le monde peut accompagner tout le monde, et c'est la personne qui va dire, voilà, je préférerais être accompagné, ou va mobiliser telle ou telle personne dans l'équipe, et évidemment de façon très pragmatique en fonction de la disponibilité de ces personnes vont s'organiser comme ça des référencements momentanés et pragmatiques en fonction des besoins. Je me suis pas trompé, Alain? Ok.
dis après, on apprend à le faire. C'est un apprentissage pour des équipes françaises pluridisciplinaires. C'est pas facile. Moi, le bipolaire que je suis est extrêmement élitiste, extrêmement perfectionniste, et je vous dirais qu'on avance, on se bat, et que je pense qu'on va y arriver, on va y arriver vite. Mais voilà, c'est une révolution culturelle. Jamais aussi vite que je veux, Vincent, mais ça, on se connaît maintenant. C'est juste pour dire que dans d'autres systèmes, le système de référencement mis en place est indépendant des systèmes de soins. C'est-à-dire c'est un défenseur des droits, dans le sens de l'advocacy, qui défend tes intérêts face à un système de soins, ou face à une multiplicité en France de systèmes de soins sanitaires et sociaux, qui font ce qu'ils veulent, mais non pas ce que tu veux. Et donc tu as quelqu'un qui défend tes droits d'accès aux soins. Juste le deuxième commentaire, ça concerne positive risk-taking. Donc, peut-être Marianne, tu pourrais en parler, mais c'est inscrit bien dans les lois, dans d'autres pays, les lois de santé mentale. On n'a pas encore ça en France, mais des lois de santé mentale qui disent qu'un service qui n'a pas inscrit la notion de positive risk-taking dans leur formation, etc., c'est du raté. C'est des quoi qu'il en soit dans le système de si on se crée des rêves et si on se crée des espoirs et si on se crée des projets, on prend des risques. Et ces risques sont positifs. Notre système qui gère la maladie, qui est conçu en tant que de prévention de la maladie, c'est un système qui ne veut pas prendre de risques. Et donc, ça empêche la personne d'aller dans des directions inattendues ou les directions autres. Oui, je voulais essentiellement parler de gens qui sont dans des cas très graves de retrait par rapport à la société. Et à ce moment-là, ils sont absolument incapables de venir ici, de répondre à plusieurs personnes. Ils sont même très difficilement susceptibles de répondre à une seule personne. Et il faut attendre très longtemps pour que s'établisse une relation de contact. Et c'est quand même pas négligeable parce que ça concerne beaucoup de gens. Quel est le fond de votre propos, en fait? Moi, je voulais parler de ces malades psychiques qui sont à la rue et qui sont depuis longtemps et qui ont justement des difficultés psychiques très évoluées. Ils sont très difficilement récupérables parce qu'on ne sait pas comment faire pour les... Oui, écoutez, là, vous avez dit un gros mot. Je pense qu'il y en a qui vont vous répondre. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est très bien, on est là pour discuter. Donc, qui veut répondre à récupérable? Pas récupérable, s'il vous plaît. Moi, j'ai parlé d'irréversibilité, ce qui n'est pas la même chose. Bon, je suis un peu gêné de reprendre la parole parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens ici que je connais qui sont peut-être étiquetés comme irrécupérables dans la tête des gens qui les croisent dans la rue et qui sont récupérés quand même. Mais voilà, donc c'est juste pour dire que non, en fait, moi, mon expérience, ça fait 10 ans que je travaille dans la rue, je suis psychiatre de rue, et des gens que je considérais effectivement comme vous, en les voyant au premier abord, je me disais, ceux-là, ouais, effectivement, ça va être difficile. Et en fait, d'une part, ce que j'ai appris dans ce métier, c'est qu'on a un pouvoir de prédiction qui est très faible, et que donc il faut vraiment rester sur ce... il faut faire le deuil de la capacité prophétique qu'on peut avoir face aux capacités de rétablissement des personnes. Et à partir de là, il faut laisser à partir de là, avoir une position plutôt positive en essayant de laisser un champ des possibles dans la relation à l'autre, et les choses se font plutôt bien si effectivement on arrive à proposer un accès au chez-soi, parce que ça c'est fondamental. Je pense que faire du travail de rue sans proposer un accès au chez-soi, c'est comme essayer de jouer au rugby sans ballon, quoi. Ça sert pas à grand-chose. Merci beaucoup. J'ai 3 petits commentaires à faire.
premier, c'est que dans les années 90, nous avons fait une petite preuve où on a fait des entrevues avec les gens qui étaient dans des institutions traditionnelles. Et comparé avec les gens qui étaient dans une structure qui est axée plus sur les concepts de l'espoir et autodétermination, etc. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les gens qui étaient clients dans des institutions traditionnelles, justement, n'ont pas utilisé les paroles de rétablissement. Ils ont parlé plutôt des risques parce qu'ils avaient appris à à parler de cette idée-là. Ça ne veut pas dire que personne a leur propre opinion. C'est simplement que si on fait partie d'un système qui encourage le peur des risques, on arrive à viser avoir des gens qui visent sur les risques aussi, parce qu'ils ont peur. Tandis que les autres personnes, peut-être, ils n'utilisaient pas seulement le langage de rétablissement, mais le sens de rétablissement. Je veux reprendre ma vie significative, il y a des choses qui sont importantes, je veux aller à l'école, je veux avoir une famille, etc. Alors, c'est un commentaire. Deuxième commentaire, c'est que, comme a dit monsieur, quelques minutes avant, que le système de... Qu'est-ce que vous avez dit? Chez moi en premier? Chez soi d'abord. Chez soi d'abord. A beaucoup de données qui va avec, beaucoup d'épreuves qui ont été faites avec les gens sans abri. Et je riais toujours parce que le monsieur qui a développé cette idée, Sam Simbaris, a toujours dit que la solution pour les gens sans abri est de donner un abri. Et après, et pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a un abri, on a quelques motivations, quelque chose à garder, quelque chose, une identité qui n'est pas très visible peut-être quand on est sur la rue, mais une autre identité que la rue. Et nous aussi, nous avons trouvé que même les gens sans-abri à New York, Manhattan, dans le cœur de quartier le plus terrible qu'il y avait, pouvaient reprendre une maison, avoir une carrière, avoir des espoirs. C'est simplement que c'était long. Ça a pris beaucoup de support, patience, et c'était long. Et comme vous avez dit, on ne sait pas, on ne peut pas prédire le succès. OK. Je peux dire quelque chose? Oui, vite. Alors, je voudrais insister sur ce décalage de temporalité qu'il existe entre la demande, si vous voulez, de résultats des institutions et ce que vous êtes en train de dire, ce que je partage totalement sur le rétablissement, qui est un processus, si vous voulez, dont on ne connaît pas la fin. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut se poser la question de la fin? Du point de vue scientifique, j'en suis pas tout à fait convaincu. Par contre, si vous voulez, si on fait la comparaison avec la manière dont quelqu'un qui, à un moment donné, a un accident de voiture et a un handicap physique et se retrouve en fauteuil roulant. Avant de, je ne sais pas si en anglais comment on le dit, mais avant de sémantiser son expérience, avant de se construire une nouvelle identité qui n'est pas obligatoirement du côté, si vous voulez, de la perte, de la dépression, mais d'une autre allure de vie, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Et donc, on peut faire peut-être aussi cette comparaison, si vous voulez, par rapport aux gens qui sont dans le processus de rétablissement, et c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que la sémantisation de l'expérience est décalée de la temporalité de l'institution, et ça pose un vrai problème. Voilà, c'est ça, pour être précis, ce que je voulais dire. Donc, je suis médecin psychiatre là, sur l'équipe dédiée du Chez Soi d'abord. C'est pour répondre un peu à Christian qui, au sujet de la multiréférence. Donc déjà, au départ, on est passé de la non-référence à la multiréférence, qui était un grand pas. Bon, je vais peut-être pas trop m'épancher. Mais en fait, c'est pour dire qu'au départ, ça vient quand même des usagers qui disaient, enfin, la question du case manager qui était remise en cause parce qu'ils disaient que c'était pas des cas et ils n'avaient pas besoin de manager.
Le deuxième point, c'était sur donc la multiréférence, et en lien un peu à ce que disait Madame Fracas ce matin. Nous, ce que ça nous permet, en tout cas, c'est de pouvoir prendre des risques, vraiment, parce qu'on peut se les partager. Enfin, évidemment, c'est beaucoup plus simple de partager les risques que de les prendre seul, notamment quand on est psychiatre sur une équipe mobile et qui travaille au domicile des personnes. Et ensuite, ça permet de garder l'espoir. Parce qu'on a le droit, à certains moments, de plus avoir d'espoir, mais par contre, on a aussi le devoir de demander à d'autres personnes de prendre le relais. Et du coup, dans une équipe, avoir une multiréférence, ça permet vraiment de partager et le risque et l'espoir. Et enfin, pour finir sur la question de irrécupérable, enfin, j'ai encore une situation que je viens de traverser à midi. Enfin, j'ai l'impression qu'au final, c'est beaucoup plus les systèmes de soins qui sont irrécupérables, à mon avis, que les personnes, quoi. Voilà.